Bonjour et bienvenue dans Gap de parents, le podcast qui ouvre des conversations vraies autour de la parentalité, de la vie professionnelle et de toutes ces transitions qui bousculent nos vies. Cet été, je vous propose une série spéciale, les incontournables de l'été de Gap de parents. Une sélection d'épisodes que j'ai eu envie de remettre à l'honneur parce que leur message résonne toujours autant aujourd'hui. Pour cette première édition, j'ai choisi de vous repartager mon épisode anniversaire paru en septembre dernier, parce que c'est sans doute le plus personnel que j'ai enregistré jusqu'à aujourd'hui. Il raconte, en interview avec mon amie Cinzia, le chemin qui m'a menée jusqu'ici et les expériences qui ont profondément façonné la femme et la professionnelle que je suis aujourd'hui. Que vous l'écoutiez pour la première fois ou que vous le redécouvriez, j'espère qu'il vous apportera de nouvelles réflexions dont vous avez besoin maintenant. Je vous souhaite une très belle écoute et surtout, prenez soin de vous. Ce que j'adore démystifier, parce que je pense que la société nous a vendu aussi beaucoup de rêves, de fantasmes et d'idées autour de la parentalité, la mère parfaite, le papa parfait, de la famille parfaite. Et que comme personne n'atteint cette perfection, parce qu'elle n'existe pas. Ah bon, absolument. Hein, les parents parfaits, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans notre vie de parents et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi ? Sophie, ça y est, on y est. C'est l'enregistrement de cette édition assez spéciale pour toi, puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton podcast. Happy birthday! Un an déjà. Ça passe vite, hein? Ouais. Bravo. Bravo pour cette initiative et merci, en fait, parce qu'en tant que maman qui écoute tes podcasts, merci, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, ça déculpabilise, on se sent moins seul. Donc, merci pour cette année de good vibes qui sont diffusées. Avec grand plaisir, c'était le but, donc je suis contente que le but soit atteint. Et je me réjouis surtout de continuer à vous inspirer, vous faire sentir moins seul. Je me réjouis de la suite aussi. Ouais, moi aussi. Et donc aujourd'hui, c'est une édition un peu particulière parce qu'on a inversé les rôles. Aujourd'hui, c'est toi l'invité de ce podcast. Je comprends maintenant un peu le trac qu'on peut avoir de se retrouver là, dans le fauteuil de l'invité. Et donc ça va, t'es bien installé, t'as tout ce qu'il faut, t'as ton verre de l'eau. Comme chez toi, j'ai envie de dire. On est chez moi pour Voilà, pour l'info. On est chez elle dans son superbe décor ici. Et donc l'histoire, on va peut-être raconter un peu l'histoire de cet anniversaire et de cette formule un peu particulière où en fait tu passes de l'autre côté du micro. C'est qu'on prenait un café toutes les deux chez Ubuntu, ce café qui nous est très cher, qui est à 2 pas de chez toi. Et on parlait justement cette année écoulée de tout ce que tu avais mis en place pour ce podcast, en plus de toutes tes autres activités. Si ça, il faut quand même le préciser, Sophie est une multitâche personne. Et on parlait du fait que pour célébrer cette année, ce serait intéressant que toi aussi tu puisses partager avec tout le monde tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses, tout ce que justement, que tu mets en place, parce que tu as beaucoup de choses à dire et que ça peut aussi rayonner dans ce podcast. Et donc, voilà, tu m'as proposé, et je t'en remercie très chaleureusement, d'être la personne qui, aujourd'hui, prend la casquette de Sophie et s'intéresse, pose des questions avec curiosité pour pouvoir diffuser ça à d'autres parents. Bah écoute, c'est toi qui m'as soufflé l'idée à l'oreille avec le cappuccino, le coco. Et en fait, c'est notre signature. Et en plus, tu le fais tellement bien de pouvoir discuter, échanger avec les personnes dans les différentes activités que tu as aussi, parce que tu en as plein.
Et donc, c'était normal. En plus, tu étais ma première invitée, ma première maman. Tu t'es livrée au micro et ça a été tellement apprécié notre échange. Je me suis dit, bah, ça pouvait être Cinzia qui revenait pour m'interviewer. Donc, Mais c'est toi la mousse de lait. Je fais du bien au cœur. Merci. c'est pareil, tout pareil. Alors, ok, bon, ce podcast est fini. Voilà. Allez, allez, salut. On a eu notre dose, notre shot de là. Non, 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 on en veut plus. On en veut beaucoup. Bien. Donc, peut-être que pour recontextualiser un peu, ton podcast s'appelle Gap de parents. Ok. Gap de parents, pourquoi? Parce que ce que moi j'ai pu en comprendre en tout cas, c'est que il y a cette différence très très présente entre les fantasmes qu'on se fait, les projections qu'on a d'une situation, et toi particulièrement tu explores celle de parents, et puis la réalité, celle qu'on vit au quotidien, qui même dans ma voix tu peux sentir qu'il y a moins de fleurs, quoi. C'est bizarrement, c'est totalement différent par rapport aux projections. J'ai adoré, t'as pris le mot fantasme. Oui, Oui, dire à quel point on met les choses à un niveau, mais voilà, de rêve. oui. De fantasme. Et on a une capacité à être très créatif dans ces fantasmes-là. Oui. On les imagine tellement d'eux. Et puis, voilà, il y a cette réalité. Et c'est cet espace-là. C'est dans cet espace-là que toi, tu navigues et que tu aides les parents et que tu les questionnes et tu les accompagnes aussi. Tout à fait. Parce que j'adore démystifier, parce que je pense que la société nous a vendu aussi beaucoup de rêves, de fantasmes et d'idées autour de la parentalité, la mère parfaite, le papa parfait, la famille parfaite, et que comme personne n'atteint cette perfection, parce qu'elle n'existe pas. Ah bon, absolument. Hein, les parents parfaits, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Celle-là, elle est pas mal, elle aime beaucoup. Et donc, du coup, ben, le podcast sert aussi à ça, avec ce nom, à démystifier tout ça pour se faire rendre compte au plus grand nombre, parce que les gens ne s'en aperçoivent pas. Et moi, je travaille beaucoup en coaching, de se dire, mais en fait, les gars, c'est pas nous qui dysfonctionnons, c'est qu'on nous a vendu quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est important pour moi de le diffuser au monde. Allons-y, disons directement. Mais bien sûr, au monde New York, si tu nous écoutes, toi aussi, tu peux te déculpabiliser. J'allais ajouter Good Morning New York. Oh oui, oui. Donc voilà, c'est ça l'idée aussi, c'est de démystifier les choses, qu'on puisse un peu redescendre en tant que, avec notre autopression qu'on se met, surtout nous, beaucoup les femmes, les mères, Oui. mais aussi pour montrer que, bah, ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été construites de manière sociétale, de manière éducationnelle, et qu'il est temps de remettre un peu toutes les choses dans dans ce contexte-là. Donc c'est ça la mission de Gamme de parents. Oui, Ouais. et en effet, c'est comme ça que ça percole en tout cas. C'est comme ça que c'est reçu ce podcast et c'est ça que je te disais au début. C'est c'est du baume au cœur en fait. Ça fait du bien de se dire en fait là où on est, même si c'est absolument pas parfait, même si on ferait parfois des trucs vraiment pas parfaits ni idéaux en tant que parent. Euh, Petit clin d'œil à cette matinée avec ma fille. Euh, En fait, c'est très très bien de là où on est et en faire comme on peut avec les ressources qu'on a à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qui, dans nos échanges, moi, me marque toujours. Tu vois, c'est cette espèce de... C'est OK, en fait, c'est bienveillant. Donc, trop bien. Et donc, c'est les 1 an de tout ça aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est tout ça, ce petit paquet-là, tout ça. On a mis ça dans un très joli emballage et on va déballer un peu les choses, mais on va déballer ton cadeau à toi. Parce que c'est bien beau de faire parler toutes ces femmes, hein? C'est bien beau de nous donner la parole. Et aujourd'hui, c'est important que toi, tu puisses la prendre pour te faire entendre. Ouais. Ouais. Et donc, on va commencer par parler de tes fantasmes à toi. Hein? Enfin, ceux qui concernent ta parentalité. Oui, Enfin, s'il te plaît. Alors voilà, quand même. On reste autour de la parentalité. Sachant que faut savoir que moi, je n'avais aucun fantasme ou aucun rêve, aucune projection dans la parentalité parce que je ne voulais pas d'enfant au départ. Oui. C'était pas du tout un projet de vie qui était là chez moi. J'avais pas idéalisé du tout ça parce que je m'étais rendu compte aussi que bah, je voyais beaucoup d'adultes autour de moi qui avaient des enfants et qui ne faisaient pas grand-chose pour eux aussi comme activité, je veux dire, sociale, des choses pour eux-mêmes. Et moi, voilà, à la fin de mes études, au début de ma vie professionnelle, moi, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de choses, je m'étais mis à la danse, j'avais changé de ville,
Alors, je faisais beaucoup, beaucoup de choses et on m'était dit, tiens, si le fait d'avoir des enfants coupe tout ça, ben, en fait, après moi, avoir des enfants. Il n'en veut pas. Voilà, Si c'est pour oublier, exactement. il n'en veut pas. Ouais, parce que je pense que les générations passées n'étaient pas du tout dans le même style que nous, ou les générations futures seront, je l'espère. Et donc, du coup, voilà, c'est ça que j'avais comme vision au départ. Et donc, je me souviens très bien d'être avec ma coloc Sophie. Sophie, si tu passes par là. Nous balader dans le parc le dimanche après-midi et voir tous ces parents comme ça, avec leurs enfants, et ce bruit des enfants excités dans tous les sens, et ces parents fatigués qui courent derrière leurs enfants, etc. Et on se regardait toutes les deux, ben non, et pas ça là. Non, c'est pas pour moi. Moi, je veux garder mes dimanches pour moi, où je fais ce que je veux, etc. Donc ça, c'était ma projection. Bah, en gros, de ma non maternité. Ouais, ouais. C'était pas du tout dans les objectifs de vie. Non. C'était pas présent. Non. Et pourtant, 10 ans plus tard, te voilà en tant que coach qui accompagne les parents, te voilà maman d'un garçon de 10 ans. Donc, il s'est passé quoi là, dans cet intervalle? Qu'est-ce qui a fait basculer les choses? C'était quoi l'élément déclencheur? Alors, l'élément déclencheur, ça a été, pour revenir un peu beaucoup en arrière, c'est que, donc, à cette époque, moi, j'ai continué à rencontrer des personnes, etc., à avoir des amis, et j'ai vu certaines personnes se mettre avec des hommes qui avaient déjà eu une vie, on va dire, de famille avant, qui étaient séparés, qui avaient des enfants, etc., et se mettre en couple avec ces personnes. Et moi, je disais, mais les filles, mais vous êtes complètement folles, en fait. Qu'est-ce que vous faites à passer du temps avec des enfants qui ne sont pas les vôtres, etc. Mais profitez de la vie. Quoi, tu me dis d'être égoïste? Bah ouais, qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas. Et puis, la vie a fait que moi aussi, je suis tombée amoureuse. Ah bah tiens donc, Voilà. Qui avait déjà 4 enfants. combien? 4. Oui, oui, oui. Un grand et puis des triplés. Voilà, voilà. Donc, si je peux me permettre, enfin, Oui, je t'en prie, je t'en très prie. léger, une très légère synthèse. Donc, tu t'étais dit, moi, déjà des enfants à moi, j'en veux pas. Mais ensuite, les enfants de quelqu'un d'autre, J'en veux pas. j'en veux pas. Et donc, t'as fait un zéro sans faute, là. C'est ça. Bravo. Comme quoi, tu connais l'adage avec les imbéciles qui changent pas les Tellement, tellement, si je devais faire le récap des choses que je m'étais dit que je ferais pas dans ma vie, on en a pour 2-3 heures. C'est ça, voilà, voilà. Mais donc ça, c'était quand même superbe de se dire qu'en fait, tu contrôles pas de qui tu tombes amoureux. Et peu importe finalement qui est enfant, pas enfant, etc. Ben là, j'ai compris ce que mes amis en fait vivaient. Et donc, quand petit à petit, j'ai commencé à présenter Denis à mes amis. Là, je présente Denis séparé, divorcé, 4 enfants, etc. Elle fait Et donc, tu disais, alors elles ont beaucoup ri et elles m'ont accueilli sur le bateau des belles-mères. Bienvenue, Sophie. Et donc, ça a été embarqué dans une nouvelle aventure. Et ce qui est juste incroyable, c'est qu'en fait, petit à petit, cette aventure de belle-maman, on va dire ça comme ça, d'être en contact au quotidien avec ses enfants, etc. Alors, plein de challenges, vous imaginez d'une vie de célibataire à se mettre en couple et avoir des enfants en bas âge, voilà, qui, quand ils se lèvent à 6 heures du matin, alors que moi, c'est une heure à laquelle je rentrais la soirée, Je ne couche, moi. voilà, ça, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, et donc, j'ai eu déjà pas mal d'expériences, etc., mais aussi de très positifs parce que, à un moment donné, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, en fait, moi, j'en veux un aussi, quoi. J'en veux un, non? Finalement, se lever à 6 heures du matin, je kiffe. Ah ouais, ça, C'est génial. donc oui, non, c'était vraiment cette envie de boucler la boucle de notre famille, d'en avoir un à nous. Et d'ailleurs, ça a été vraiment ça avec les enfants de mon mari, parce que je suis devenue, au-delà d'être l'épouse de leur papa et d'être leur belle-maman, je suis devenue en fait la maman de leur petit frère, parce que ça n'a jamais été leur demi-frère, mais leur frère. Et donc, ça a vraiment cimenté ce qui pouvait encore être cimenté dans notre famille. Mais c'est dingue, effectivement, de passer de je veux pas d'enfants à d'abord d'être maman de 4 enfants et puis effectivement avoir 7 enfants. Comme quoi, je pense que les certitudes qu'on a, elles sont toujours très justes à un moment donné. C'est-à-dire qu'au moment où tu as cette pensée, elle est juste pour toi. Et en même temps, elle peut évoluer quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, et c'est OK, en fait. C'est d'où l'intelligence, de cette flexibilité pour pouvoir changer et évoluer. Et d'en rire. Voilà, clairement, clairement, l'humour, l'autodérision, tu dis, ben voilà,
Donc, pourquoi savoir? En fait, il continue à vivre, il y a plein de choses. Non, qui restera comme ça tout le temps. À Exactement. partir du moment où on sait que rien n'est constant, on va pas, c'est là Et que des gaps, on en rencontre pour le voir. tout le temps, bien sûr. Oh, moi aussi. Bon, je trouvais que pour me lancer dans ma parentalité, maternité, c'était déjà pas mal. Ah, mais toi, tu n'aimes pas faire les choses à moitié, hein, je pense. C'est bien être jeté tout de suite dans la piscine. Pas faux. Pas faux. Ok, donc ça, c'est un de tes premiers gaps. Donc, celui de rencontrer quelqu'un qui avait quelques enfants et qui t'a fait un peu évoluer sur certains passés. Aujourd'hui, donc, tu es maman de Nathan. Oui. Raconte-nous un peu plus, parce que Nathan est un petit garçon avec certaines particularités. Oui. T'as envie de nous en dire un peu plus avant qu'on parle justement plus en détail de la parentalité de cet enfant un peu différent? Alors, ce que j'ai envie de dire aussi d'abord, c'est que je pensais de mon expérience de belle-maman de quelques années, avec une garde alternée d'une semaine sur deux, que je savais. Ça aussi, c'est quand même pas mal de se dire, en fait, non, penser, voilà, ta propre chair, penser ton enfant, c'est encore complètement différent. Et puis la version H24, 7 jours sur 7, est aussi une autre notion. Donc ça, j'avais quand même envie de mentionner aussi de ce nouveau gars, parce que je sais, je suis belle maman, mais c'est pas moi, enfin, même je les ai quand même aussi participé à leur vie, etc. Tout un temps énorme, une semaine sur deux, etc. Donc je me dis, ben, je sais, bien sûr, Ça va sinon, aller c'est, seul. ça va aller, rassure. Voilà, c'est quand même encore une autre étape, quoi. Bien sûr, clairement. Et donc Nathan, effectivement, est un enfant différent. Donc Nathan est atteint de plusieurs pathologies, donc une maladie génétique qui fait qu'il a eu un retard de développement, donc au niveau de sa marche, donc il a marché plutôt après ses 2 ans, il a parlé après ses 3 ans. On n'a jamais su vraiment ce qu'il avait eu au départ. Beaucoup de fatigabilité, de perte d'équilibre. Donc, Nathan est un enfant qui était toujours très dynamique, mais qui se fatiguait très vite, qui tombait beaucoup, mais on ne savait pas ce qu'il avait. On a eu un diagnostic seulement à 6 ans. Donc, la maladie de la ainsi, et ben, j'ai pas spécialement besoin de la citer, mais ben, tout ça, c'est déjà pas mal. Et alors, à côté de ça, il y a eu d'autres choses, il y a eu du contestement. Donc, aujourd'hui, on a également diagnostiqué un TDAH et récemment aussi un TSA, donc un spectre de trouble autistique. Et donc, ça fait que Nathan, effectivement, est aujourd'hui un enfant qu'on appelle, je veux dire, porteur de handicap différent. Moi, j'aime bien les appeler extraordinaires aussi, parce que les thérapeutes qui accompagnent beaucoup les enfants différents parlent souvent des enfants extraordinaires. Donc, c'est aussi un terme que j'aime bien lui donner. Et donc, je pense que ça donne aussi une autre dimension à ma maternité, mais parce que Tu es maman extraordinaire. Tu es maman extraordinaire, oui, un enfant extraordinaire. exactement, même si je pense que toutes les femmes, toutes les mères sont extraordinaires, ici, la dimension extraordinaire prend un autre sens. Voilà, si j'aime pas les cas, etc. Je trouve cette appellation met beaucoup de joie, de lumière. Moi, je vois extraordinaire, je vois plein d'étoiles et tout. Et donc, du coup, je trouve que ça amène beaucoup de positif et de couleur et de chaleur et de jaune dans un truc qu'on pourrait croire un peu dark, un peu glauque, un peu difficile. Bon, c'est difficile, mais voilà. C'est, je crois, comme mon côté positif, solaire, etc., qui vient amener ce côté. Donc, c'est important pour moi de dire que c'est un enfant, voilà. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est interpellant aussi quand je t'écoute, et non pas seulement maintenant, parce que ce sont des sujets qu'on aborde finalement, toi et moi, par ailleurs. Moi, ce qui me donne à moi des étoiles dans les yeux quand je t'écoute, c'est cette capacité à l'optimisme et en fait avoir le beau dans chaque chose que tu as et qui te donne aussi cette énorme force. En tout cas, moi, je te vois comme quelqu'un qui a une très grande force. Et je pense que l'optimisme vient nourrir cette force parce que dans cette situation qui pourrait être vue autrement, qui pourrait être vue, ah oui, ok, 4 pathologies, 6 ans pour le diagnostiquer, ça fait que 6 ans d'inquiétude, d'incertitude. Donc, et en plus, voilà, je sais que ça a été 6 ans avec des épisodes physiques très difficiles pour Nathan que tu as vécu et qui sont extrêmement traumatisants. Je pense qu'on peut le dire. Le séjour à l'hôpital, les crises de psy, les pathologies, et le premier diagnostic a été posé à 6 ans. Mais ici, on vient d'arriver sur, je vais pas dire la finalité, parce que de quoi effet de j'en sais rien. Mais en tout cas, actuellement, tout ce que je vous ai partagé, comme, entre guillemets, le diagnostic pathologie, le dernier est tombé il y a quelques semaines. Ici, on est un petit peu en décalé par Oui. rapport à quand sortira l'épisode, mais c'est important de le dire. Donc, c'est
souvent être dans des crises, des questionnements. Et puis, c'est bien d'avoir un diagnostic parce que du coup, on sait ce qu'on peut faire de tout, mais il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver. Donc, c'est tout le temps un peu essayer de rebondir aussi. Les premiers séjours à l'hôpital, les premières crises d'épilepsie, voir son enfant qui convulse à quelques masses, c'est compliqué. Mettre son enfant une semaine en hospitalisation, c'est quand on a un diagnostic et qu'on nous dit, votre enfant, en fait, ne sait pas métaboliser le sucre, donc il n'a pas son apport énergétique, mettons-le en régime cétogène, c'est-à-dire très peu de sucre et beaucoup de gras pour avoir de son énergie autrement que par le sucre. Et donc, madame, peut-être faire ça, enfin, monsieur et madame, c'est qu'on va hospitaliser Nathan pendant une semaine pour mettre ce régime en place. Parce que c'est pas un cétogène, comme je l'ai entendu beaucoup et que j'aime bien le répéter ici, que tu fais 3 mois avant de mettre ton maillot en été, etc., parce que le régime céto ou keto, ou peu importe, est très à la mode. Ok. Mais ici, on parle d'un régime qui est un traitement à la maladie génétique qui est extrêmement fort suivi, qui est lourd et qui est, en fait, pour le moment, on en a encore discuté avec le médecin il y a 2 semaines, c'est pour le moment à vie. On espère que non, parce que c'est très contraignant, mais en même temps, il n'y a pas d'autre traitement aujourd'hui pour amener de l'énergie à Nathan. Et donc, c'est assez lourd. Et donc, c'est suivi médicalement, ça allait vérifier son petit cœur, son petit foie, tout l'extant, faire des grosses prises de sang aussi pour vérifier que ça n'a pas non plus de conséquences sur le reste, les lésions minimes, etc. Donc, c'est très lourd. Et donc, cette semaine d'hospitalisation, ça a été aussi compliqué. Pas de se dire, waouh, on va rentrer avec un enfant, entre guillemets, qui va bien, suivre maintenant relativement bien. La première question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je vais occuper mon enfant pendant une semaine à l'hôpital? Allô. Et en fait, finalement, il a été tellement mal, le pauvre petit chat. Tu vois, parce que du coup, on lui a coupé son sucre. Oui. Même s'il ne le métabolisait pas, mais il n'y a rien à faire. Bien sûr, on avait quand même un peu l'habitude. Là, il est gris. Je pense qu'on est arrivé à l'hôpital. Denis l'inscrivait toujours. Moi, j'étais déjà en chambre avec lui. Après 7 minutes, il vomissait déjà. On vous place un peu de contexte. Donc, voilà. Et après, refuser de s'alimenter parce que, du cétogène, c'est des choses très grasses. Ça fonctionne à l'hôpital. Je vois qu'on a notamment les menus des hôpitaux. Alors, plus avec une spécialité comme ça. Enfin, donc, c'est tous des moments comme ça de maman, de parents. On se dit, waouh, C'est pas ça de ces jours. Voilà, imaginer. exactement. Et donc, dans tout ça, moi, ce que j'entends là, c'est cette espèce aussi de concentration sur une chose à la fois, en fait. Comme tu es dans l'incertitude et que tu voyages dans du brouillard, parce que tu ne sais pas de quoi souffre Nathan, tu ne sais pas du coup forcément l'évolution de comment ça peut aller. Tu navigues en eau trouble et ça t'amène, je crois aussi, non seulement à cultiver cet optimisme en disant, en fait, on ne sait pas, demain ça peut aller mieux, en fait. Pour le même prix, tu aurais pu cultiver la noirceur. Ça, tu pourrais dire, oh là là, je sais pas, non, ça va être horrible, et qu'est-ce qui va se passer? Mais toi, tu as fait le choix. Et je pense que c'est important de le dire parce que c'est un choix, c'est volontaire. Tu t'es dit, en fait, c'est un jour après l'autre. Je me concentre sur aujourd'hui et j'ai foi en demain. Ça va aller, en fait. Ça va aller. C'est cet optimisme-là, je trouve, qui te caractérise très fort et qui rayonne de toi dans toutes ces difficultés, de pas te laisser submerger par tout ça. Ça m'arrive de penser une future, bien sûr. Quelque chose que j'aimerais partager aussi, c'est qu'avant que le diagnostic tombe, donc à ses 6 ans, enfin, on trouve quelque chose, en tout cas par rapport à sa maladie génétique. On avait eu un gros séjour à l'hôpital quelques mois avant. Et en fait, le test s'est très très mal passé après. Et comme on était sorti de là, juste en lui disant, voilà, votre enfant est épileptique, mais il y a d'autres choses, il ne sait pas quoi. Donc on lance encore de recherches génétiques, on verra. Et comme on voyait son état physique pas très bien, etc. Faut savoir que moi, j'ai un mari beaucoup plus pessimiste que moi. Mon mari, sa demi avait fait donc une liste de choses à faire dans la vie en me disant, si on nous annonce une mauvaise nouvelle, moi, je revends tout, on arrête tout et on fait cette liste de choses. Et là, j'ai regardé, je fais, ah non, mais t'en es quand même pas là. Il me fait, si. Je dis, moi, je peux pas penser à ça. Le jour où on me dit qu'il y a ça, je ferai devoir en conséquence, mais je peux pas penser à des choses comme ça. Sinon là, je m'arrête là maintenant. Je n'ai plus de force. C'est déjà très difficile dans le quotidien. D'accord? Donc, je peux pas avoir un avenir si noir, si pessimiste, sauf si on nous le dit clairement oui, que c'est comme ça. Et là, j'aviserai en fonction. Mais ce n'est pas le cas. Et moi, je trouve ça très important de projeter les choses de manière positive. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que de toute façon, demain, c'est pas très beau. C'est important de rester là-dedans. Oui, tellement. Et c'est intéressant aussi de voir le gap entre les parents aussi. Parce que lui, certainement que dans son fonctionnement, il a besoin d'anticiper le pire
pour pouvoir gagner l'espace de contrôle sur ce qui se passe. Et parce que j'imagine que là, en tant que parent, tu te sens dépossédé de contrôle parce que ton enfant, il a une maladie. Et ça ne dépend pas de toi, ni le soin, ni rien ne dépend de toi en tant que parent, donc tu perds du contrôle. Peut-être que d'anticiper le pire est une manière pour lui de regagner cet aspect-là, et que du coup, dans la maison, ça lui fait du bien, entre guillemets, même si elle peut imaginer à quel point c'est violent d'anticiper le pire pour son enfant, parce que je faut mettre des mots dessus. Moi, si le principal de vie, c'était et si jamais on le perd. Ouais. Donc, si on le perd, c'est une mort, en fait. Il faut cette dégénération, en fait, par rapport à ce qu'il vit. Voilà, et que finalement, la fin de notre vision des choses, elle sera pas heureuse. Ouais. Donc, lui, il avait besoin de ça pour vivre cette période-là. Peut-être un peu plus sereinement, même je sais pas si on peut le vivre sereinement, mais en tout cas s'accrocher à quelque chose. Et toi, à l'inverse, tu étais plutôt dans, en fait, moi, ce qui m'aide à traverser cette période, c'est d'anticiper un mieux. Sauf si on me met sous le nez que ce sera comme ça, mais je ne vais pas anticiper quelque chose de négatif, c'est souffrir de foi. Exactement. C'est souffrir de ça, c'est souffrir quand tu l'anticipes, et puis c'est souffrir quand tu le vis. Exactement. Donc, je préfère rester dans le moment présent Oui. avec une vision positive parce que je suis certaine que ce que je cultive dans le présent de positif et ce que je visualise ou projette de positif pour l'avenir a de toute façon une influence là-dessus. Ça va rappeler. Ouais, quand C'est bien. Bien sûr, ok. Et puis parce que toi, tu seras dans un positionnement et un état d'esprit où tu auras une autre force pour aborder les choses. Que si tu t'es déjà projeté dans quelque chose de négatif, ton énergie, elle peut être. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais elle pourrait. Donc moi, je ne dis pas si on a ceci, cela, c'est quand on aura. C'est tellement important. Ouais. Et d'ailleurs, cette liste, aujourd'hui, eh ben, on l'a toujours et on crée les trucs, elles font les faits comme Non, c'est magnifique. Et voilà. Et Nathan va bien dans la condition dans laquelle il est, etc. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'il y a eu des rêves qui ont été projetés. Eh ben, vivons-les, justement. Et encore dans une autre dimension. Parce que, ouais, entre guillemets, tout le monde va bien. Oui, il y a des pathologies, etc. Je vous dis, il y a un demain, un après-demain, etc. Donc, on y va. Donc, c'est glisse. C'est les choses. C'est vraiment chez cool de dire que vous avez trouvé un entre-deux dans votre gap, finalement. Ouais. Je sais pas, dans cette espèce de zone de gap, bah, il y a un entre-deux, c'est-à-dire que vous utilisez quand même cette liste, mais dans une optique peut-être plus positive. Ouais, tout à fait. Justement, en parlant du couple, je me demandais quel est l'impact sur le couple et la vie de couple d'être parent d'un enfant, un enfant extraordinaire. Oui. Alors clairement, Nathan prend énormément de place dans la famille, dans notre couple, de par le temps nécessaire, l'attention qu'il requiert, même s'il a 10 ans aujourd'hui, ben Nathan, il a 3-4 ans, on va dire, un talent dans sa tête, on va dire ça comme ça, et donc il a encore des besoins, il n'y a pas vraiment d'autonomie, etc. Donc il demande beaucoup de temps, d'attention, etc. Et donc, c'est clair que déjà, la place du couple, elle n'est pas facile à trouver. Le temps pour le couple, il n'est pas facile à trouver. Et en même temps, c'est tellement important parce que je pense que le couple, en général, il fait partie du socle. Enfin, c'est le socle de la famille. Et c'est important de cultiver aussi, de pas l'oublier. Je pense qu'en général, on a toujours tendance à dire, ouais, ben d'abord, c'est important les enfants, le travail, ceci, cela, parce que finalement, le couple, il est là, il restera là. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, comme on le sait. Et je pense que dans cette dimension aussi, ça prend encore plus de sens. Parce qu'on est tellement tout le temps axé sur lui, ses besoins, ses difficultés, trouver des solutions, etc., que c'est important aussi de se dire on peut pas être une équipe parentale tout le temps. C'est important qu'on reste un couple. Et en même temps, ça a toujours été très difficile pour Denis et moi de confier Nathan à d'autres personnes. Oui. Surtout dans cette période grise où on ne savait pas exactement ce qu'il avait, avec ses fragilités, avec ses difficultés de marcher, de fatigue, etc., des médications à donner, etc., des potentielles crises épileptiques, convulsions, etc. Parce que même quand on a un traitement qui est donné, ben, on n'est jamais à l'abri de moments. Donc c'est nous de faire le pas, de confier Nathan à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi pour les autres personnes d'accepter de prendre un enfant qui est un peu plus fragile, j'ai envie de dire, qu'un autre enfant, quoi. Donc c'est pas facile et il nous a fallu beaucoup d'années pour le faire et ça reste encore quelque chose d'exceptionnel pour nous, de prendre du temps pour nous, je vais dire pour un week-end ou des choses comme ça. C'est très très rare qu'on s'accorde ce temps-là.
Et donc, c'est important. Par contre, dans notre quotidien, on s'est créé des bulles, en fait, en se disant, ben voilà, créons-nous des bulles, des temps, quand même à la maison, Nathan est dans la maison, etc. Mais on se prend des temps pour nous, on va pas spécialement beaucoup au resto, même si on le fait plus qu'avant, c'est important. Et ben, on fait une histoire, nous, hein, je dis, il y a tous mes trucs de livraison et tout ça, et on se crée ce moment, surtout sans écran, sans rien, pour pouvoir échanger aussi là-dessus, sur nos besoins, sur les difficultés qu'on traverse, parce que c'est pas nouveau, Nathan pourra dire, il fait, on a eu des situations très intenses cet été avec lui, beaucoup de crises, etc. Et donc, c'est important de pouvoir débriefer de ces moments-là. Et aussi, à un moment donné, de faire abstraction de tout ça et retourner aussi au couple Sophie, Denis. Et ça, je dois dire que c'est compliqué parce que retrouver un peu d'insouciance aussi et de sortir de cette légèreté, ouais, c'est ça, de cette hypervigilance, on a vraiment une hypervigilance permanente, bah, c'est compliqué, quoi. Et en même temps, quand on touche de temps en temps à cette légèreté, à cette insouciance, là, au mois de, je sais plus, de printemps, Nathan a eu la chance de participer à un week-end avec la SBL, le Nous Olivier, qui est une ASBL de sport inclusif, où Nathan fait beaucoup d'activités, tout ça. Et Elisa, que je remercie encore, a lancé des week-ends répit pour les parents ou justement d'enfants différents, de se dire, allez, les parents, moi, je vous prends votre enfant pendant 48 heures et vous profitez pour faire ce que vous voulez. Il y a les parents qui veulent faire plein de tâches, plein de choses dans leur maison, etc. Et nous, avec 2000, ben, ne pas aller très très loin, mais on a passé 48 heures en dehors de chez nous. C'est le bonheur et de toucher à cette insouciance, de rigoler, de pas se tracasser leur qu'il est, de savoir s'il attend ses médicaments, s'il va bien, si Oui, parce que tu as la tranquillité d'esprit de savoir qu'il est avec quelqu'un qui peut gérer. Exactement. Donc ça, c'est aussi c'est un autre niveau d'apaisement, parce que c'est pas comme si tu le laisses avec une babysitter où chaque minute tu t'attends à recevoir un appel parce que potentiellement il y a quelque chose qu'elle n'est pas en mesure de gérer, la personne. Oui. Donc, c'est intéressant aussi, ça, de se dire que, ok, il existe des solutions, et donc vous en avez trouvé, et le bravo d'avoir fait toutes ces démarches-là aussi, parce que je sais à quel point ça te demande de l'énergie de chercher les solutions adaptées. Pouvoir vous offrir ce moment-là. C'est précieux, quoi. Alors, j'avoue qu'on a pris notre lieu pour dormir à 10 km de l'endroit là, c'est mignon. Au cas où, alors que tout allait très bien. Bah, si ça peut vous rassurer, c'est très bien aussi, tant que voilà, vous trouvez une solution qui vous met confortable. Par contre, là, il a de nouveau quelque chose, enfin, un nouveau week-end pour le mois d'octobre, et là, on s'est dit, tu sais quoi, on va tenter les choses. Oh, les Français, Ça va peut-être faire 50 km. Ah, oh là là, c'est bien, ça vous octroyez un peu de... Et je me dis que peut-être un jour, on fera s'octroyer le plus qu'on a fait, c'est un week-end de 3 jours, à Venise, il y a 2 ans et demi. Donc, moi, je reste quand même des 5 jours, une semaine, vraiment en amour, quoi. Ah oui. Ça, C'est c'est que tu vas voilà. Et je vais le faire. Et d'ailleurs, je le projette. Et je me suis allez, tu vas, je vais le faire. Tu vas le faire parce que une fois que c'est dans ta tête, ouais, c'est que ça se matérialise après. Tu as cette force de passage à l'action. Exactement. C'est super. Et ce que ça m'évoque ici, c'est aussi ce gap qu'il y a entre comment on imagine son couple après l'enfant ou des enfants et ce qui se passe réellement. Alors ici, c'est, je pense, exacerbé par les difficultés que rencontrent les temps et donc forcément la conséquence pour vous. Et en même temps, je pense que ça peut parler à beaucoup de parents aussi, parce qu'on se dit souvent, avant, ça ne change rien dans l'amour. Évidemment qu'on va passer du temps ensemble, on fera garder les enfants et on va garder ce temps pour nous parce que c'est précieux, parce que c'est nous avant tout. Et puis souvent, c'est marrant, hein, mais dites donc, après, ça devient quelque chose qu'on fait passer au second plan parce qu'on met beaucoup d'énergie dans l'arrivée de cet enfant. Donc, je pense que c'est intéressant de se dire aussi, c'est inspirant en tout cas du temps de se dire, bah, ok, parfois, on s'imaginait qu'on pourrait laisser nos enfants 3, 4 jours, 5 jours, easy game, et qu'on pourrait partir dans le moment la colonie à Venise, mais finalement, c'est compliqué. Et du coup, ne pas tomber dans la fatalité, c'est bah, puisque bon, c'est pas le faire, bah, il y a rien. Ben non, c'est vraiment se dire au quotidien, on peut faire. Se mettre des rendez-vous à 2 au quotidien, même à la maison, mais sans la télé, sans distraction extérieure, juste sur TV2, à 2. Ça, c'est très inspirant aussi de composer avec la situation pour retrouver quand même des deux la paix. Ouais. Alors, pour être tout à fait authentique et transparente comme j'aime l'être, ça reste compliqué pour moi de faire une switch on est dans notre bulle amoureux et on sort du quotidien de difficultés et de débriefings et on ne parle que de nous. De nous, dans ce noir, on ramène nos émotions. Maintenant, on se concentre sur nous
Mais c'est difficile. Bien Parce sûr. que juste avant, il y a eu peut-être encore un toucher compliqué, et puis vous savez comment ça fonctionne, hein. On lance une machine, on fait ceci, on fait cela, et il faudrait, en 2 minutes 30 commencer à parler juste de nous, comment ça va, comme si, voilà, on était, dans un restaurant, etc., et que rien n'existait autour. Mais moi, je sais pas faire le switch comme ça. C'est pour ça qu'être bipolaire, ça peut Oui. aider. Vive le relativisme. Et donc ça reste quand même quelque chose de difficile, et en même temps, c'est bien de le conscientiser et de faire chaque fois, entre guillemets, j'aime pas dire l'exercice, mais que Denis me le rappelle régulièrement, Oui, tu vois. c'est souvent un cadran. Donc voilà, exactement. Donc on va débriefer d'une situation qu'on a eu ce jour-là en disant, ouais, ben là, franchement, ça n'a pas été top, qu'est-ce que t'en penses? Mais des fois, on s'engueule, hein. Soyons bien clairs, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout. Et c'est ok dans un couple de ne pas être d'accord sur tout, mais là, l'important pour moi, c'est de débriefer, de voir, ok, comment est-ce qu'on fait la prochaine fois qu'on est confronté à ça? Euh, mais par contre, basculer sur le fait de maintenant on met ça de côté et on pense plus qu'à nous, bah, ça reste compliqué, quoi. Ça va être plus dans un temps, comme je disais, à l'extérieur, où là c'est plus simple, que dans la bulle à la maison. Mais je suis déjà contente qu'on fasse tous ces débriefings, tous ces échanges, parce que pour moi, la communication, c'est la base. Si je n'exprime pas tous les jours ou très régulièrement, plusieurs fois par semaine, à Denis, où je me sens bien frustrée, en colère, en accord avec lui, en désaccord, ah là, ça va pas, là, tu penses pas qu'on devrait faire ça, trouver des solutions ensemble, peu importe le sujet, mais si moi je n'extériorise pas et que je ne partage pas ça avec lui, bah, ça n'ira pas, en fait. Bah, ça crée une dissonance encore plus grande entre les deux parents. Exactement. Moi, c'est ok de pas être d'accord. Je pense que l'idée, c'est que je prends souvent l'image des deux îles et il y a un pont au milieu. Pour moi, c'est pas viens sur mon île, c'est moi qui ai raison, mais il y a un pont. Bah, où est-ce qu'on se retrouve sur le pont, quoi? C'est vraiment ça. Et surtout dans ce genre de situation où on n'est pas toujours dans la même perception. Tiens, est-ce que là, c'est une problématique d'enfant tout court, ou est-ce que c'est une problématique liée au handicap de Jonathan? Il y a plein de fois où on n'est pas spécialement dans la même interprétation. Donc, c'est, OK, qu'est-ce qu'on choisit comme point de référence pour avancer par rapport à comment est-ce qu'on réagit, ou comment est-ce qu'on fait pour soutenir Nathan dans telle ou telle situation. On te retrouve encore là. On n'est pas victime de nos disputes, on n'est pas victime du désaccord, mais on construit ensemble, on avance vers quelque chose de mieux. Ouais. C'est récurrent, quoi, la manière de réfléchir, d'avancer, d'acter, quoi. Ouais, c'est inspirant. C'est important pour moi, et je pense que c'est devenu intrinsèquement, physiquement, émotionnellement, c'est ancré en moi. C'est le mode de fonctionnement et la mode comme ça, c'est... Et ça me fait penser, je fais une lien du coup avec quelque chose dont on discutait précédemment, enfin hors enregistrement du podcast ici dont on discutait ce matin, qui est la beauté finalement de ce que tu vis dans ta parentalité différente, nourrit ton être, et cet être que que tu continues à construire, rayonne tout à fait différemment. Donc ça te change en fait, en bien. Et tu n'es plus la même personne qu'avant. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire que ton rôle de maman avec Nathan a un impact sur Sophie, la femme, la personne. Ouais. Et je ne vais pas le cacher qu'il y a beaucoup de moments qui sont extrêmement compliqués. Donc, il y a beaucoup de doutes, de remise en question, de larmes, de colère, de beaucoup de choses. Et en même temps, à côté de ça, chaque fois, ça me nourrit moi en tant que femme, comme tu dis, et aussi en tant que coach, en tant qu'accompagnante, justement, des parents, enfin, des mamans, parce que les papas, on vous attend toujours, hein. Donc, ce sont beaucoup de femmes qui travaillent avec moi, parenthèse fermée. Mais c'est vraiment de se dire qu'en fait, ça me donne un feu, une niaque pour encore plus être présent pour ces mamans et encore plus passer des messages par ce podcast. Et puis, tu sais que j'ai ces projets aussi de conférencer aussi de plus en plus autour de différents sujets touchant la parentalité, parce que pour moi, il y a des messages qui doivent être dit. Et ici, récemment, j'avais la problématique avec un nouveau diagnostic qui est arrivé. Je le savais au plus profond de moi, de mes tripes et de mon cœur, que effectivement il y avait un côté comment dire, d'autisme chez Nathan. Personne n'avait dû m'entendre, ça fait 1 an que j'en parle, que je le ressens, etc. Quand la pédopsychiatre a confirmé le diagnostic, mais je savais, et j'étais tellement dans un sens soulagée et fière de moi. Bon, c'est pas que j'avais une bonne note, on s'en fiche, mais c'est de dire, ah, je le savais.
Et donc, le message aujourd'hui, les mamans, c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en votre instinct, votre intuition. Vous savez, vous savez. Et le but, c'est quand on n'a pas entendu, c'est de continuer à nourrir justement cette intuition, continuer, je sais pas, moi, je fais partie des femmes qui aiment aussi être actrices en se renseignant, en lisant, en se documentant, etc. En écoutant des podcasts. En écoutant des podcasts aussi énormément. Et donc, c'est important. Et en se disant, je sais, et un jour, voilà. Et de nouveau, Oui. moi, c'est cultiver aussi la suite en, je sais pas comment mettre des mots dessus, mais en se disant, oui, ok, personne ne nous écoute aujourd'hui, mais mon petit cœur, mon intuition, voilà, le plus profond, mon âme sait, donc un jour, ce sera entendu et ce sera vérifié. Et je trouve que ça, c'est vachement difficile. Tu vois, c'est vachement difficile de garder le curseur sur son intuition, alors que tout autour te donne un message différent. Et donc, c'est un apprentissage dans l'éducation, je pense aussi qu'on donne à nos enfants. C'est de les aider à cultiver cette intuition plutôt que de faire plus confiance à l'autre qu'à soi-même. Et d'autant plus quand l'autre est une référence médicale. Et là, il y a une forme d'autorité où on se dit, bah, ok, moi j'ai ce sentiment, mais le médecin, là, il ou elle a sûrement raison. Ben non, en fait. Non. On est des mamans, il y a quelque chose, et ben, des papas, il y a quelque chose qui dépasse le savoir. C'est l'intuition, en fait. Moi, je sais. Et il y a le quotidien avec nos enfants, hein, ce que nos enfants nous font passer comme message, nous transmettent toute l'observation, ou tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent au contact de nos enfants, ça, les médecins, ils pourraient jamais l'avoir. Et donc, vive les médecins, moi, on a énormément de chance et gratitude infinie par les médecins qui accompagnent Nathan aujourd'hui, parce que ce sont des médecins qui sont à l'écoute et pas du tout dans la posture, justement, de sachant, comme on les appelle. C'est toujours à nous poser des questions, parce qu'ils disent, sans votre expérience à vous, de parents, surtout dans des maladies, par exemple, la maladie génétique, qui est une maladie très rare, ben, dites sans votre retour à vous de parents, votre expérience, en fait, oui, ok, on a des études scientifiques, des machins comme ça, mais c'est très limité. C'est vous qui nous aidez à avancer et à connaître justement sa maladie, les conséquences de la maladie, les symptômes, comment ça se passe, etc. Donc moi, j'aime bien travailler en fait en partenariat en fait avec les médecins de Nathan. Et ça, ils aiment beaucoup aussi, je pense. Ils m'ont beaucoup au téléphone. Je pense que d'ailleurs, toutes les personnes qui gravitent autour de Nathan, j'ai tous ces personnes-là dans mes WhatsApp, pas les médecins, parce qu'ils sont à une certaine distance, mais je veux dire tous les rééducateurs de Nathan. Et du café, c'est parce que c'est beaucoup de femmes, à nouveau, hein, dans les deux autres, il y a quand même beaucoup de femmes. Et je les ai toutes dans le WhatsApp. Je connais super bien la directrice de l'école de Nathan. Je suis dans le comité de parents. Évidemment, c'est tellement important pour moi. Mais tiens-en pour travail. Et donc, tu dors parfois. Oui. Enfin, quand Nathan me laisse dormir, c'est ça. Parce que Nathan a 10 ans aujourd'hui, Nathan nous réveille quand même encore les nuits sur 3 ans. Donc ça, c'est différent aussi. Ce gap, il existe là aussi sur comment on projette que on va à un moment avoir du répit dans sa parentalité, parce qu'on se dit souvent, oh, le début, c'est intense, les premiers mois, les premières années, bon, allez, c'est dur, mais on va passer à travers et ça va aller. Sauf qu'en ce qui vous concerne, ça va aller, il dure longtemps. Ben, ça fait 10 ans maintenant, et tu dois encore te réveiller la nuit, tu dois encore apporter une assistance et une aide en étant une présence qui est beaucoup plus importante que tu l'imagines. Donc ça, j'imagine aussi que ça doit être quelque chose de difficile à jongler entre ta projection et la réalité. Bah, c'est très fatigant, je ne le cache pas. Et en même temps, de nouveau, on s'écoute. Parce que autant que ça, c'est super, parce que sur ce point-là, on a toujours été alignés, c'est que Nathan a besoin de nous aussi la nuit. Alors, il y a plein de médecins qui nous viennent parler que tu as pris, etc. Il a mal de ne plus remonter, de machin, etc. Ne plus aller trouver. On a essayé, mais très très peu, et de toute façon, ça ne fonctionne pas. Nathan a besoin d'une certaine présence. Pour X et Y raisons qui sont mises en lumière ou pas, mais moi, mon instinct me dit que on sait que c'est là qu'on va être aussi. Et peu importe ce que les médecins ou les gens ou les pensent, c'est comme ça que c'est tout. Parce que vous avez votre propre code. En fait, il n'y a pas de règles à appliquer à tous les enfants de la même manière. Ça n'a pas de sens. Vous faites vous composez avec ce que vous connaissez de longtemps et vous en faites des codes à vous. Et c'est ça qui est très riche. Oui. Je voudrais revenir sur une chose que tu as dite il y a quelques minutes quand tu disais, Affaire, c'est vrai, on parlait de ton optimisme et de ta foi dans l'avenir.
Mais tu as dit aussi, et c'est vrai que c'est difficile, il y a des moments où je craque et c'est dur, etc. Et je pense que ça, c'est aussi très important de pouvoir le dire, que être optimiste ne veut pas dire être insensible, ne veut pas dire se voiler la face, ne veut pas dire non plus occulter une partie de la réalité pour avancer tel PC sur quelque chose de positif. Être optimiste, en tout cas dans la manière dont tu le vis, dont tu le présentes, c'est de s'accrocher, de se donner un objectif positif, mais d'accueillir aussi ce qui est bien. Et d'avoir des espaces et de se trouver des espaces en soi et à l'extérieur aussi qui sont des sas, quoi. Et c'est ok de décompenser, c'est ok d'avoir des jours ultra mauvais, c'est ok d'être dans une forme de souffrance à certains moments et de se laisser traverser par ça et de ne pas les occulter. Oui. Ça, c'est le travail qui a été très compliqué pour moi jusqu'à récemment, parce qu'en fait, j'avais pas de souci à avoir ce sas de décompression en présence d'autres personnes où je me sentais en confiance. Je pense que toi et moi, on a déjà échangé quelques larmes à plusieurs reprises. Et de câlins. Voilà, et des câlins, c'est très important. Et en même temps, le fait de décompenser toute seule, c'est quelque chose qui était très compliqué pour moi. Et que j'avais jamais vraiment conscientisé, mais en fait, je pleurais, oui, en présence des autres, une personne où je sentais que je pouvais, entre guillemets, me lâcher en confiance, comme je disais tout à l'heure. Je pleure énormément devant le film, les séries, etc. Des musiques aussi, quoi, me faire monter les larmes sans que je sache spécialement à la fois, mais pleurer après, par exemple, un moment très difficile avec ma tante, et jusqu'à début 2025, en fait, ça n'arrivait pas. Je n'étais pas câblée, je ne sais pas où je n'y arrivais pas en tout cas. Je l'ai de un conscientisé, de deux ça m'arrivait quelquefois et au début je l'ai un peu pensé, j'avoue, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que c'est, et voilà. Et puis après, petit à petit, le fait aussi de le verbaliser auprès d'autres personnes, de dire tiens, là je j'ai pas de problème avec vous, par contre, c'est vraiment difficile pour moi de le faire toute seule. Mais en même temps, après, quand je sentais que ça montait, j'ai en fait, comment on dit, essayé de pousser pour que ça continue à sortir et laisser sortir. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ai acheté une petite playlist, qui a bien acheté une soupe, etc. Et en fait, je me suis rendu compte du bien que ça me faisait. Et donc, maintenant, j'accueille ces moments en disant, vas-y, sors, prends le temps qu'il faut. Et ça sort, et ça sort, et ressort, et c'est très bien. Et surtout, maintenant, j'apprends à me dire, OK, maintenant que j'ai vécu ça, donc j'ai déjà testé avec les rêves, sans trop le mentaliser, mais c'est surtout de me dire, OK, de quoi est-ce que j'ai besoin là maintenant? Tiens, en fait, je vais j'en sais rien, faciliter un cercle pour d'autres personnes, etc. Ben là, je ne vais pas avoir la force. Parce que personnellement, c'est compliqué, donc je vais comporter ce cercle, c'est pas juste pour moi. Tiens, là, j'ai besoin pour tourner aller marcher, ou j'ai aller marcher, ou j'ai besoin d'aller prendre un café avec quelqu'un, de partager, etc. Peu importe, mais c'est d'accueillir, de traverser ça, et surtout de savoir après de quoi est-ce que j'ai besoin, là maintenant, c'est soin de moi. Parce qu'après, la vie, elle continue. Et avant, ben, j'avais une difficulté, par exemple, je prends on attend faire une crise, c'est plus comportementale pour le moment, donc ça peut être très, très violent. Bah, après, on sort de la crise, elle pourrait très bien dire, bon, ok, maintenant je retourne bosser, ou bien, tiens, maintenant je lance la machine, ou je commence à faire à manger, etc. Non, non, maintenant, moi souvent, et Denis commence à savoir aussi, il sait que moi, en tout cas, dans ce moment-là, j'ai besoin de me retirer. Alors, je vais peut-être pas prendre à chaque fois. J'ai besoin d'un temps, un sas de décompression. Donc, que lui, il va prendre par la suite, peu importe qu'on se relaie, évidemment, c'est important qu'il ait aussi sa manière de décompresser la fête. Mais ça, je fais de plus en plus, quoi. Et je fais le lien beaucoup avec le fait de cultiver son intuition. Eh bien, je pense que ces moments-là que tu t'offres, où tu te poses la question de ton besoin, ça alimente cette connaissance de soi et donc aussi cette intuition. On s'écoute mieux, on entend mieux les signaux quand on se connaît bien et qu'on sait de quoi on a besoin, ce qui se passe ce qui se passe pour soi, dans le processus interne, etc. Et donc, ça peut être qu'une boucle positive ou positive. C'est que l'actualité. C'est le mot que je cherchais, c'est ça, tu l'as vu, donc je me cherchais, il le sort. Ah, je vais trouver autre chose. Oui, exactement, exactement. C'est un médecin. Oui, oui. Sophie, il y en a des cas, en fait, dans ta vie de maman. Beaucoup. Je comprends aussi un peu mieux pourquoi et en quoi c'est si important pour toi d'accompagner ces mamans dans leur propre vie. Enfin, ces mamans et ces papas, on a dit qu'ils étaient les bienvenus. Donc, manifestez-vous, les cieux, s'il vous plaît. Je comprends d'autant mieux ce besoin d'aider les autres personnes qui vivent ces changements.
et qu'on soit parent d'enfants avec certaines difficultés ou pas, ça reste toujours un bouleversement de vie et des jongleries incessantes entre mes idées, ce que je projetais et ce qui se passe dans ma vraie vie, pour ne pas que ça devienne une frustration. Tout à fait. Et finalement, le fait de subir les choses. Je pense que quand on est frustré, on a le sentiment de subir. Et donc là, c'est reprendre le contrôle sur, OK, il y a une différence, il y a un gap. Et comment je peux, dans ce gap, évoluer, retrouver du positif, retrouver ma force, me reconnecter avec tout ça et le vivre le mieux possible. Et donc, c'est intéressant parce que tu en as eu beaucoup des gaps et tu en auras encore, on l'a dit, surtout avec Nathan qui va évoluer d'une manière, on ne sait pas exactement, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a 20 ans, il pourrait être autonome. Ou... Ça aussi, c'est quelque chose, hein. Exactement. Dans la projection que j'ai par rapport au futur, hein, on sait les enfants en général, on leur donne les meilleurs outils pour l'avenir, pour l'extérieur du foyer, du nid, etc. Puis un jour, ils volent de leurs propres ailes. Ben, si se pose la question régulièrement, surtout avec les difficultés qui arrivent, les autres symptômes, etc., c'est se dire, tiens, est-ce qu'un jour Nathan pourra être pas un enfant, mais une personne autonome, en fait, ou semi-autonome, ou peu importe, mais quel sera son degré, ou c'est ça d'autonomie, est-ce qu'il vivra toute sa vie avec nous? Donc, fatalement, ça a une influence aussi sur nous, la projection qu'on a, parce que, bon, on disait, les enfants, ça prend beaucoup de place, etc., dans la famille, qui un jour ils s'en vont, alors il y a le syndrome du individu, au début on déprime, mais après on est quand même content d'avoir son temps pour soi, et puis de faire des choses, etc. Et c'est de se dire, nous, est-ce qu'on va avoir accès à ça? De un. Et puis il y a même encore l'étape d'après, ça je ne t'en avais pas parlé en off, mais qui est tellement là aussi, c'est de se dire, mais le jour où on ne sera plus là, bien sûr. Parce qu'il y a clairement ce truc de se dire, ben, quand t'as donné tous les outils à tes enfants, puis tes enfants se créent aussi leurs propres outils. C'est super, ils ont leur propre vie. Ils créent leur propre famille, leur propre réseau, et blablabla, et ça avance. Et l'intergénérationnel de 100%, mais je veux dire, leur autonomie est là. Quand t'as un enfant qui est pas autonome, donc c'est toi qui es là pour lui. Tu entends, mais toi, tu n'es pas éternel. Oui, oui, d'ailleurs, mais bien sûr. Bon, là, la continuité des choses de la vie et l'ordre logique des choses, lignement partiront avant lui. Donc, c'est aussi déjà l'étape à un moment donné. C'est maintenant très difficile, mais tellement important de se dire, c'est important de planifier la suite. Bien sûr, en fait, ça précipite toute une série de choses. Tu dois anticiper son évolution à lui, mais la tienne, ta fin de vie à toi aujourd'hui. Donc, c'est précipiter des questionnements déjà qu'on n'a pas envie d'avoir, parce que c'est des questions agréables qu'on a envie de se poser, ni même que ce soit dans tout type de parentalité, on n'a pas envie de se poser ces questions-là. Mais toi, tu dois te les poser beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre. Et donc, tout ça est un peu précipité, mélangé à tes émotions, d'avoir tous ces diagnostics qui se sont suivis. C'est un chamboulement et une aptitude que dont tu dois faire preuve qui est pas mal extraordinaire. Mais qui est important. Moi, je connais des mamans qui sont déjà en train, tu vois, nous on parle qui est déjà à nos âges avancés de la quarantaine. Tiens, la pension, ceci, cela, quand certains en parlent. Ben, nous, c'est plutôt aussi de se dire à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un capital à constituer pour lui? Alors, on fait tous ça, enfin, potentiellement tous ça pour nos enfants, ils ont des petits trucs à gauche à droite. Mais ici, c'est vraiment pour permettre à Nathan de vivre, parce que tu vois, est-ce qu'il y aura un métier? Enfin, c'est plein de choses, mais, alors, on aura les réponses petit à petit. En même temps, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis plutôt au moment présent que trop me projeter. Et en même temps, il y a des étapes administratives, etc., qui sont importantes. C'est aussi à semi-autonomie, ça veut dire qu'on va peut-être devoir être responsable, nous, au niveau financier, de sa gestion financière. Enfin, tu vois, c'est plein de questions comme ça. Donc, être au contact aussi de parents avec des enfants aussi extraordinaires qui sont déjà plus grands. Moi, ça m'aide. Ça te conscientise. Oui, et ça me conscientise de dire, ah oui, il faut penser, oh, ça, il y a ça, et il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, c'est loin, et en même temps, on ne sait pas, mais peu importe, il y a quand même des démarches. Oui. À faire. Et ça, c'est pas toujours facile, mais... Non, c'est nécessaire, et je pense que là, on touche aussi à la différence entre l'optimisme et la naïveté, tu vois. Nathan, il est comme il est, avec les difficultés qu'il a aujourd'hui, et on peut se projeter tant qu'on veut de manière positive dans l'avenir, il faut quand même anticiper des choses qui ne seront pas super joyeuses, quoi. Et donc, c'est ça, cette balance qu'il faut avoir, entre garder l'espoir du positif, et tout en même temps, en jonglant avec une réalité qui, elle, n'est pas toujours rose. Et par contre, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que dans l'optimisme que je suis, et c'est important aussi, vu que Nathan, il a énormément de qualités,
qui me fait me remettre en question tous les jours, qui m'apporte énormément de choses et que c'est un enfant qui a toujours, c'est là, on l'a encore dit récemment auprès des médecins qui l'ont rencontré, etc. Elle lui dit, ah, ce bonhomme, c'est ce qu'il veut, quoi. Alors, il est têtu, on peut le prendre positivement ou négativement, mais c'est un enfant qui est très curieux, qui en veut toujours plus, qui va pas lâcher tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Et même si son objectif, il a acquis, je me fais penser, cet enfant, je ne sais pas. Et même si l'objectif va être plus compliqué à l'atteindre, il va pas lâcher tant qu'il n'a pas atteint son objectif. Donc c'est quand même, il nous donne des leçons de vie au quotidien. Il m'a appris. Alors tout le monde touche un peu à ce niveau de patience quand il est parent, etc. Mais lui, c'est encore une dimension, voilà, parce que quand il fait des choses, on peut pas l'interpréter, etc. C'est très, voilà. Donc cultive la patience à un niveau plus. Ça reste un défi au quotidien, mais c'est quand même incroyable ce qu'il nous fait vivre aussi tous les jours. Et il y a plein de choses positives sur ça. J'ai pas envie de le mentionner aussi. Et donc, je suis certaine que si il y a des possibilités de faire les choses aujourd'hui et demain, il les fera. Avec le caractère qu'il a, avec les outils qu'il a, parce qu'on parlait d'outils de nos enfants, que nos enfants, ceux qui outils, si je peux le dire. Donc, clairement, Nathan, il est fait aussi, bien sûr, dans son contexte, mais il le fait tellement bien. Et c'est un enfant souriant, volontaire, qui va toujours vers les autres de manière un petit peu brutale parfois ou un peu inappropriée, mais il est très ouvert à nous, curieux, il adore voyager quand il a l'occasion de partir aussi avec lui, etc. Donc, ouais, c'est un enfant plein de vie, joyeux, ouais. Mais ça se sent, tu sais, même si tu abordes évidemment des difficultés, on sent qu'il y a aussi une espèce euh, de beauté et de richesse dans les échanges que vous avez, dans ce qu'il vous apporte et dans ce qu'on lui a apporté. C'est bon. Ok, Sophie, peut-être que pour boucler la boucle de ce podcast un peu particulier, on pourrait se reprojeter euh, dans ce parc. Tu nous disais qu'un jour tu étais avec ton ancienne coloc Sophie, on resalue pour la deuxième fois. Tu étais dans un parc avec Sophie, vous regardiez les parents un peu dépités en vous disant que ça c'est pas pour nous, d'accord? Si aujourd'hui, sachant tout ce que tu as vécu, étant la Sophie que tu es aujourd'hui, tu te télétransportais à ce moment dans ce parc où il y avait déjà ces deux Sophies, donc maintenant il y a la troisième Sophie sur ce banc. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Alors, c'est un fameux bond en arrière, déjà. Mais rien. Mais on ne va pas compter. Il y a vraiment vraiment jamais, ne font plus jamais. jamais. Surtout en arrière, s'il vous plaît. Tu me dirais, waouh, alors tu pensais que tu avais des challenges dans ta vie. À ce moment-là, tu avais des difficultés. T'es loin du compte. Mais meuf, mais t'as même pas idée de ce que tu vas vivre, en fait. T'as même pas idée. Comme tu vas en voir de toutes les couleurs, tu vas en ramasser, etc. Mais tu vas te relever. Et surtout, tu vas tellement apprendre sur toi-même, sur la vie, et tu vas développer, etc. Et, ouais, c'est fort si tu dois te faire les plans. C'est un beau message. Dis-le. Sophie, merci beaucoup de m'avoir fait cette proposition. Je suis enchantée d'avoir eu ce moment privilégié avec toi et d'avoir pu aborder autant de sphères de ta parentalité. Est-ce qu'il y a autre chose que tu viens de faire briser donc une critique, ça, c'est peut-être fait. Si j'ai pas du tout envie de tourner, ben, on va. Oui, on serait bien pour la journée ici. On est convient, on vient, hein. Ça fait quand même un certain temps qu'on est ensemble. Aujourd'hui, hein, on a quand même passé le bâtiment déjà. Oui, bon, c'est un temps aussi voilà, de clôturer les choses. Et qui sait, il y aura peut-être les prochains épisodes. On ne sait pas. J'aimerais bien clôturer sur cet aspect vraiment de ayez confiance en vous, vraiment, en votre intuition, écoutez-vous, vous savez, et surtout, j'ai envie de dire aussi, j'ai vécu cette phrase récemment que j'adore, c'est on se sait entre nous, entre femmes, entre mères, entre parents aussi. De nouveau, je fais l'appel de ma face, s'il vous plaît. Mais vraiment, ayez confiance en vous, en votre intuition. Et
vous savez et on se sait. Merci encore, Cynthia, d'avoir porté cet épisode aujourd'hui. C'était un vrai plaisir de partager ça. Un plaisir partagé. Merci pour ce prise. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.